Bienvenue dans ce débat Faire croiser qui se propose de nous plonger dans les grandes affaires qui ont défrayé la chronique tout au long de cette année 2017. Vous imaginez déjà la délicatesse de cet exercice. Bonjour à vous. Freddy. Bonjour à vous, Loris. Freddy Davor, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Sacré 2017, ai-je envie de dire, tout simplement, puisque beaucoup d'affaires et de célèbres, et encore plus, et bien sûr, ont défrayé la chronique. Souvenez-vous, par exemple, du démantèlement, on va dire, de la Renaissance du Bénin, du Parti social-démocrate. Vous le savez, tout ce qui, ma foi, a eu autour de ces deux partis qui, finalement, ont échoué à la justice. Et là, on attend d'ailleurs encore la décision en matière de règlement de la crise au niveau de la Renaissance du Bénin. D'autres affaires encore, la révocation du maire Léali Soglo, par exemple, la destitution des maires, le DG Souneb, actuellement en prison, David Babalola, sans oublier, et bien sûr, le bouillant Laurent Métoyon, qui continue aussi d'en découdre avec la justice. On attend encore la décision à ce niveau. Voilà autant d'affaires que nous allons tenter d'aborder au cours des 30 prochaines minutes avec Jules-Léon Kitty, un sachant, on va dire, dans ce domaine, un journaliste, analyste politique. Il est bien sûr le rédacteur en chef de la radio-sœur Tado FM, émettant à Abomey-Calavi. Bonjour Jules. Oui, bonjour Peggy, bonjour Loris et bonjour à tous les amis téléspectateurs et auditeurs. Bonjour. Heureux de vous retrouver pour cet exercice quand même assez intéressant. C'est une joie partagée et vous savez, ce sera toujours une joie pour moi de faire avec vous cet exercice parce que c'est parfois ce qui manque lorsque les hommes politiques ont fini de faire le passe d'armes. C'est ce qui manque lorsque les opérateurs économiques ont fini de donner leurs fausses informations sur les agrégats, sur les performances par-ci, par-là. Et il faut que le quatrième pouvoir, la presse, puisse prendre ses responsabilités au-delà des comptes rendus, des reportages, prendre du recul pour faire ce décryptage-là parce que à la fin, le peuple compte beaucoup sur nous. C'est comme ça que moi je construis mon sens de responsabilité et je pense qu'on va jouer notre partition. On n'aura pas la prétention, on n'a pas la prétention de pouvoir tout aborder ou de pouvoir tout dire pour éclairer à 100% la population, mais je pense qu'on va pouvoir donner les lignes qu'il faut. Je envoie la chandelle. J'ai oublié une affaire quand même importante, c'est celle du député en fuite. Ben oui, le député en fuite, malheureusement, parce que... En fuite ou introuvable? Non, en fuite, ça, il faut avoir le courage de le dire, parce qu'il a été, au moment où les policiers étaient donc devant son domicile, domicile là où il soupçonnait que s'il trouverait des cartons de faux médicaments, c'est lui, Ataourenouko pour ne pas le nommer, qui s'est présenté pour dire c'est mon domicile à moi. Lorsque vous avez fini de dire ça devant des officiers de police, lorsque vous avez fini de résister à la tentative de perquisition, eh bien, ça veut dire que vous êtes garçon. Ça veut dire que vous êtes prêt à répondre devant la police. On vous adresse une convocation et puis après, vous êtes introuvable. Alors que vous n'êtes pas un inconnu dans la République. Vous êtes un représentant du peuple. C'est même ces électeurs qui ont investi les rues pour brûler pneus, faire ci. C'est l'occasion même de saluer la police qui a fait montre de beaucoup de professionnalisme. Donc, ces députés en fuite, c'est malheureusement ces images, ces clichés-là qui s'offrent à nous au XXIe siècle. C'est déplorable après bientôt 3 décennies d'expérience démocratique. Et donc, je pense que c'est devenu l'une des plus grosses affaires de l'année 2017 et c'est d'autant plus gros que ce qui est reproché à ce député et à sa famille, c'est d'être les tenants de ce commerce, vaste commerce, de commerce illicite du médicament. Sans oublier que ces avocats ont tenté de le disculper. Ils sont dans leur rôle. Bon, c'est leur rôle. Ils sont dans leur rôle. On ne peut pas leur reprocher. Ils sont payés pour défendre Atao. Ils sont payés pour rechercher quelles sont les situations atténuantes, quels sont les points forts, bon, les insuffisances possibles à la partie adverse, donc qui se trouve être l'État ici. Ils sont chargés également, ils sont payés également pour voir
étudier les faiblesses de leurs clients et pouvoir voir comment vernir ça et pouvoir s'en sortir. Et vous avez dû constater qu'il y a un certain nombre d'avocats qui sont devenus très célèbres dans cet exercice. C'est à eux que le job a été encore confié. Et donc, pour moi, ils sont dans leur rôle. Mais dans l'absolu, c'est mauvais que le député de la République ne puisse pas se présenter à la justice. Surtout que il a un certain nombre de privilèges que l'État lui donne, la Constitution lui donne. J'allais vous demander. Parlementaire. Donc, c'est pas n'importe qui sera arrêté n'importe comment, pour n'importe quoi. J'allais vous demander, Julien Kitty, comment un législateur, hein, quelqu'un qui a pour rôle, pour fonction essentielle, reconnu par la République, eh bien, de légiférer. Comment celui-là peut-il s'arranger pour être encore en conflit avec cette loi qu'il a votée, qu'il a faite? Bon, en fait, c'est... Dans l'absolu. Oui, vous savez, Socrate, appuyé par Aristote, avait demandé à ce que les juges deviennent... les philosophes deviennent rois, hein, et que les rois deviennent philosophes. Pourquoi? C'est-à-dire que quand les gens ont fini d'apprendre le droit, ou les gens ont fini de se positionner comme pratiquants du droit, ou leur fonction les amène à exercer des activités ou leur fonction les amène à se faire voir comme des légalistes, il faut retourner maintenant interroger leur morale. Il faut retourner dans leur conscience. Et c'est le travail que la philosophie vient faire pour dire, lorsque le droit dit ça, toi, ton éducation, ta conscience, le tribunal de ta conscience, là, devant ce tribunal, est-ce que tu as réglé tes problèmes? Alors, M. Ataoren-Ouho, par exemple, c'est connu. Bah, je peux vous faire la confidence que moi, j'ai fait une vingtaine d'années dans la zone d'Akpapa. Je connais, j'ai connu ce monsieur dans un moment où il ne pouvait même pas rêver, personne autour de lui ne pouvait rêver qu'il serait député un jour. Je ne veux pas dire les raisons pour lesquelles je dis ça. Alors, et donc tout le monde sait qu'il est dans le commerce de médicaments. Mais lorsque l'État, à un moment donné, décide d'en finir avec ça, lorsque toutes les lois, avant même qu'on ne vote la loi ici à l'Assemblée nationale contre les faux médicaments, on dit que ce n'est pas bon. Pour les raisons de santé, ce n'est pas bon de le faire. Pour une fois, un gouvernement a réussi à démanteler Adjegunle. Adjegunle qui a résisté à tous les régimes. Même Jacques Chirac était ici. Mais attends, Jacques Chirac est venu ici. On aurait pu, pour plaire à Jacques Chirac, démanteler Adjegunle. Parce qu'on n'a pas eu besoin, sous Patrice Talon, d'une journée ou deux pour le faire. C'est clair. Alors, donc, on aurait pu, pour plaire à Jacques Chirac, président de la Grande France, d'accord, colonisatrice du Bénin, on aurait pu, pour lui faire plaisir, là, démanteler Adjegunle devant lui. Et il aurait réussi. On ne l'a pas fait. Mais si Patrice Talon peut le faire, ça veut dire que, bon, qu'on le veuille ou pas. On n'a pas pu parce que c'était impossible, mais parce qu'il y avait des intérêts. Oui, ce n'était pas que c'était impossible. Lorsque vous êtes chef d'État et que vous voulez faire ça, on vous fait voir les conséquences. Ah oui. Au plan politique, au plan économique, au plan social. Au plan politique, on vous dit, voici ceux qui sont derrière ça. Est-ce que tu es prêt à perdre ces amitiés politiques? Au prix de perdre un second mandat. Tu prends ta décision. Sans oublier les aides qu'il apporte. Très bien. Les aides sous cap oui. à de célèbres politiques. Très bien. Dans ce pays, avant d'en devenir un. Au plan économique, on te fait voir les milliards que ça brasse. Et on te dit, ben franchement. Au plan social, on te dit, voici le nombre de personnes que ça nourrit. Et après, on fait les débats sur il n'y a pas de pharmacie, il n'y a pas d'officine, ça sauve les gens et tout. Donc, président... Et la volonté politique s'émousse. C'est fini. Mais si celui-ci a pu le faire, à partir du démantèlement de Adjegunle, je pense que M. Ataou devrait se dire, bon, il faut que je revoie la cadence a changé, il faut que mes pas de danse changent. Et que dans la vie, il y a des choses... J'ai l'impression qu'il s'est dit, mais... Bon, ça va être un feu de paille, le temps d'un feu de paille, bon, ça va passer, on va s'entendre, parce que lui ne conçoit pas sa vie sans ça. Sinon, il s'est bâti. Regardez, oui, lorsque vous êtes en train de vous bâtir avec une activité, demandez à tous les opérateurs économiques qui vont vous le dire. C'est ceux-là qui réussissent à avoir le plus grand nombre de cordes à leur arc. Parce qu'ils savent qu'une affaire, c'est quoi par définition? Une affaire, c'est une opportunité, c'est la solution à un besoin,
Et un besoin a toujours un temps. Il y a même le besoin... C'est dans ce temps limité. Très bien. C'est ça une opportunité d'affaires. Et même le besoin naturel que l'être humain a. De manger, par exemple. Toute votre vie, vous allez manger. Mais vous allez constater que dans l'évolution de votre vie, tout au moins les nourritures que vous prenez changent. Tout au moins vos comportements alimentaires changent. Selon votre âge, selon votre santé, selon ceci, ceci. Ce qui était très important devient désuet. Oui. Voilà. Et ce à quoi vous ne pensez pas prendre vraiment d'intérêt. Oui. Ça veut dire que si à un âge donné, vous ne preniez que de la salade, c'est ça qui vous plaît, vous êtes prêt à le manger du 1er janvier au 31 décembre, et que vous pensez qu'il n'y aura que salade à manger, et qu'il ne faut cultiver que salade, et qu'il ne faut apprendre pas du tout à manger autre chose. Vous avez trois choses qui peuvent vous arriver. Soit un jour, vous n'avez pas l'argent de la salade, et vous mourrez, tout ce qu'on vous présente d'autre, vous ne pouvez pas. Ou bien un jour, le médecin vous dit que votre santé, là, vous ne devez plus manger salade. Vous faites quoi? Ou la saison. Mais voilà que sur le terrain des affaires, maintenant, c'est opportunité d'affaires. C'est-à-dire que le commerce, là, peut tomber un jour. Qu'est-ce qui fait que les faux médicaments ou le commerce illicite de médicaments marchait? C'est parce qu'il n'y avait pas d'officine partout. C'est parce que les gens n'avaient pas un pouvoir d'achat qui leur permettait d'acheter les médicaments à la pharmacie. C'est aussi parce que les gens n'ont pas suffisamment d'informations pour savoir qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont dans les pharmacies, qui sont sous générique et qui peuvent être achetés à des coûts réduits. Parce que quand vous allez dans l'informel, vous prenez des plaquettes d'amoxy, vous avez ça à un prix que vous pouvez trouver même à la pharmacie. Si vous prenez ça, si vous ne voulez pas les marques de luxe et tout. Vous pouvez parler des génériques. Très bien. Bon, maintenant, lorsque le gouvernement va jusqu'à sentir que, vous voyez, lorsque les clans dans l'ordre national des pharmaciens, par exemple, se tapaient dans les bottes et tout ça, le gouvernement de Patrice Talon n'a pas voulu s'y mixer dedans. Parce qu'il sait que quand il va démanteler Adjegounlé, quand il va démanteler le réseau de faux médicaments, même là-bas aussi, tout le monde doit se retracer. Et vous avez constaté maintenant qu'il y a moins de guéguerre à ce niveau. Les gens pensent qu'il faut se mettre ensemble maintenant parce qu'il y a des officiers aussi qui vont avoir des problèmes. Ça, il faut pouvoir le dire. L'une des lignes de défense aujourd'hui de Atao, eh bien, c'est qu'il y a de grands nourrit même. Grosse structure. Qui sont ses clients. Oui. Qu'il nourrit la CAME, la centrale d'achat de médicaments essentiels. Et je vois bien, au-delà de Atao, son interpellation ou bien sa convocation à laquelle il n'a pas cru devoir déférer et sa fuite et la perquisition, les cartons, les milliers de cartons de faux médicaments emportés par la police qui fait déjà gros dans notre tête et à nos yeux. Le Atao Gate n'est pas terminé. C'est le procès là qui va être véritablement le clou de Atao Gate et j'ai l'impression que ce procès ne se fera pas. Parce que si le procès là démarre, vous allez voir la République. J'allais vous demander la suite que vous avez les ramifications. La République va trembler. Cette affaire. La République va trembler parce que, et là, c'est des moments dans lesquels parfois, moi je ne sais pas s'il faut l'exprimer sous forme de regret. Vous exultez là. Je regrette de ne pas être un avocat. Parce que quand vous êtes dans ça, même si c'est pour défendre quelqu'un comme ça, c'est vrai, vous reconnaissez que bon là, il est dans un commerce illicite. Illégal. Alors, vous finissez de démontrer qu'il y avait un vide, il y avait une situation, la nature ayant horreur du vide, il y avait une situation qui amenait à ce que socialement, il apporte une réponse. C'est comme un fou dans la rue qui est capable de vous lancer des pierres. C'est un fou qui est dans la rue, il est sale, il n'est pas propre, il dérange votre décor. Vous trouvez que lui ne doit pas être là. Mais il y a quelqu'un, il y a une vieille dame qui est peut-être quelque part ou quelqu'un qui est quelque part et le fou là vient le faire rire. Le bon sociologue et psychologue vous dira que le fou a un rôle social qu'il a. Il a sa fonction sociale. Oui, il a sa fonction sociale. Alors donc cette ligne de défense, c'est de dire, mais alors, ce commerce réglait un problème. Problème d'emploi. Problème pour régler maux de tête tout de suite, maux de ventre tout de suite, le temps de voir si ça a des effets secondaires. Maintenant que vous tentez de régler ça, il n'y a pas de problème. Mais si l'État était si sérieux, pourquoi tant de structures d'État? Pourquoi tant de structures formelles, autorisées, agréées pour faire le commerce formel, acceptent d'être mes clients alors qu'ils savent que je conserve les produits dans ces conditions? Donc, je pense que ce dossier n'a pas fini de livrer ces épisodes et l'État a gros à jouer dedans et l'État fait bien de transmettre le dossier à la justice. Je pense qu'il faut très vite que le gouvernement, est-ce que je vais dire s'en lave les mains, mais remettre ça aux mains de la justice tout en surveillant
De sorte à ce que... Oui, mais et l'autre point, c'est qu'on... L'agent principal n'est pas là, il a disparu. Comment la justice pourrait instruire ce dossier avec succès? Non, je pense que je ferai partie de ceux qui... Je ne voudrais pas apprendre aux magistrats leur travail, hein, mais je pense que je ferai partie de ceux qui vont pouvoir sévèrement critiquer la justice si la justice n'avance pas parce que Yataou n'est pas là. Non. C'est prévu, c'est un principe de droit. Que, ce n'est pas forcément parce que... Il pourrait être condamné par contumace? Ben oui, c'est clair. Ce n'est pas parce que un présumé coupable ou un prévenu n'est pas là que vous ne pouvez pas juger. Il n'est pas mort. Hein? Il n'est pas mort s'il est le principal mis en cause et qu'il meurt, c'est que l'action s'estompe. Maintenant, il n'est pas mort, il est en fuite. Et donc, à partir de ce moment, c'est une situation aggravante pour lui. Et le juge a les moyens juridiques pour pouvoir apprécier la situation, connaître de cette affaire et avancer. Et donc, de ce point de vue, ça veut dire que le retour éventuel de Yataou Renouveau au Bénin est quand même mis, comment dire, quasiment impossible. Non, mais je pense qu'il va falloir qu'il y ait des séismes ou des retournements spectaculaires de situation au plan politique pour que Yataou revienne. Parce qu'il y en a qui se permettent... Donc on n'a aucune preuve de ce qu'il ne soit pas au pays. Non, tout compte fait, il est en fuite. On ne l'a pas eu. Depuis qu'on parle il est plus à son domicile. Depuis qu'on parle là, moi je n'ai pas dit comme d'autres personnes qu'il est à Badagry, qu'il est à Accra, il est à Londres. Non, j'ai dit qu'il est en fuite. Ça veut dire qu'il n'est plus en lieu où on pouvait le voir. Plusieurs fois, il y a eu des... Il n'est plus chez lui. Les députés il n'est plus chez lui. Les députés viennent d'adopter une loi. Il n'était pas là. Donc, c'est des lieux où on peut le voir, ça. Donc, on ne le voit pas juste après qu'on lui ait adressé la convocation. Ça veut dire qu'il fuit ça. Et donc, son retour... Il y a des gens qui se permettent, je disais, la naïveté en matière d'analyse politique pour dire que non, le dossier ne devrait avoir aucun aspect politique, ça n'a rien à voir. Non, c'est faux. C'est un député de la minorité parlementaire, c'est un député d'opposition. Et lorsqu'il dit qu'il faut être politiquement naïf pour croire que quand vous êtes opposant dans un pays, c'est-à-dire que quand on a quelque chose à vous reprocher et que juridiquement vous êtes sous le coup de la loi, tout le dispositif de l'État se montre suffisamment proactif pour vous aider à répondre de vos actes. Donc, on ne peut pas le faire le procès, on ne peut pas faire le procès à la police républicaine, au ministère de la Justice, au procureur de faire leur travail et de faire leur travail subitement, rapidement. Non, aucune loi n'interdit ça. Et donc, à partir de ce moment, quand vous savez que vous avez la dent dure contre le régime, vous vous arrangez pour être en règle vis-à-vis des objectifs que le régime se fixe, des luttes que le régime veut faire, des actes contre lesquels le régime veut lutter. Donc, de ce point de vue, je pense que ce n'est pas encore fini. Et l'autre part de l'analyse qu'on aura à faire, c'est de savoir, quand Yataou ne va pas venir pendant un bon moment, qu'est-ce que ça va devenir son siège à l'Assemblée nationale. Donc, c'est véritablement Yataou. Voilà l'autre grosse interrogation. Une petite boutade là-dessus pour vous dire que dès que cette affaire a démarré, je crois que j'ai lu sur les réseaux sociaux, eh bien, on aurait aperçu son suppléant en train de s'acheter les costumes, les chemises et tout. Parce que, bon, ben, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ça, c'est juste une boutade, Julien Kitty. C'est comme ça, on a évité mourir et le suppléant, Jacques Assé, avant d'aller même présenter les condoléances, sont allés prendre les nouvelles pour savoir quand est-ce qu'ils iront à l'Assemblée nationale. Donc, alors, Julien Kitty a fait pour affaire une révocation d'un maire, et pas des moindres, il a évidemment Soglo de Cotonou. Ensuite, la valse de destitution des maires. Ben, je voudrais déjà dire que cette affaire, on aurait pu ne pas en faire une grosse affaire de l'année s'il ne s'agissait pas de Cotonou. On aurait pu ne pas en faire une grosse affaire. La ville vitrine. Voilà, on aurait pu ne pas en faire une grosse affaire s'il ne s'agissait pas d'un Soglo. On aurait pu ne pas en faire une grosse affaire s'il ne s'agissait pas d'un acte inédit. C'est vrai, les thèses de la décentralisation prévoient les cas de révocation, mais ça n'était pas encore arrivé. C'était singulier. D'accord. Donc, et je suis de ceux qui pensent que le régime de Patrice Talon, en plus de faire des réformes assez courageuses, a réussi à pénétrer dans ces méandres, dans leurs méandres les plus profonds, dans les tests de la décentralisation. J'ai l'impression qu'il y a des experts qui ont été bastion imprenable jusqu'à-là. Fouiller correctement les lois sur la décentralisation. Et proposez-nous toutes les possibilités. Et on va les appliquer à fond. Je pense que c'est ce qui est arrivé. Et le maire de Cotonou a été suspendu puis révoqué
Mais moi, je n'ai pas été surpris. C'est vrai, c'est un séisme, puisque Léali Soglou en faisait sa forteresse. Il pensait qu'il était dans un bunker qui ne pouvait pas être dynamité. Je pense que c'est ce qui est arrivé. Il a appris à ses dépens. Il est le fils d'un monument comme Nicéphore Dieudonné Soglou. Mais il n'a pas su que c'est exactement quand vous êtes gros commissaire de police en fonction, votre carte de visite peut faire beaucoup de choses, mais quand vous êtes à la retraite, vous envoyez la carte de visite, le simple inspecteur peut vous dire, bon, celui que vous envoyez, attendez un peu, on va voir ça. On va voir avec le doyen. Donc voilà ce qui arrive. Et donc, Nicéphore Soglou n'a pas continué à avoir la même emprise sur le fonctionnement de l'État. Et Patrice Talon a subi, avant de venir au pouvoir, la rigueur ou le poids du pouvoir politique. Et donc, il veut exercer à fond le pouvoir d'État. À partir de ce moment, vous avez beau être son père, lorsque vous n'êtes pas en droite ligne avec ses convictions et les règles de la République, il vous écrase. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Léali Soglou, moi, sur sa révocation, j'ai fait une grosse affaire parce que c'est inédit et aussi parce qu'il ne s'était pas donné d'avance. Maintenant, il y a que c'était déterminant pour le régime Patrice Talon, qui, en 5 ans, a annoncé tellement d'ambition, avec donc un mandat chrono en main. Si Cotonou n'avait pas un maire, d'accord, en harmonie avec le régime, c'est foutu. Pourquoi? C'est ce que beaucoup de gens ne disent pas. Non. Pourquoi c'est foutu? Déterminant. Bon, c'est foutu parce que... Il y a les tests, et tout peut se faire selon les tests. Non, je vous en prie. Oui. Tout peut se faire selon les tests. Je vais vous donner 3 facteurs. Rapidement. Cotonou, c'est la seule ville qui, à elle seule, est département. La ville vitrine, la capitale économique du Bénin. OK. Le préfet a géré la même ville que le maire. Oui. Si les deux sont politiquement opposés, si diamétralement opposés, là, ils ne peuvent pas s'entendre. Le préfet ne pourra pas se faire valoir. Et c'est le préfet qui est le représentant de l'État. Donc déjà, le conflit est d'essence. C'est clair. Alors, connaissant la nature des deux, il y avait d'un côté Léali Soglou qui a une certaine suffisance légendaire qu'on lui connaît. Il venait de sortir du soutien à Lionel Zinsou aux élections présidentielles. Il n'a pas eu la capacité de sauter 2 pieds joints dans la mouvance comme Mbedi l'a fait. Et donc, il avait envie de se comporter comme la jeune fille qui se fait désirer. Vous avez vu comment il s'est arrangé pour être le dernier à signer difficilement. Il n'a même pas signé. Le protocole sur le projet Le Grand Okwe. Vous voyez ce qu'il allé dire au chef de l'État au palais de la présidence de la République. Alors, au-delà du préfet... Vous êtes mon administré. Oui, alors que le préfet, lui, il avait besoin de se donner cette étoffe-là d'autorité de l'État parce qu'il était connu comme un syndicaliste. À côté de ça, le président de la République a envie de rendre le Bénin plus beau. A envie de... Quand il dit qu'il veut révéler le Bénin au monde entier, c'est par Cotonou que ça va commencer. Je vous en prie, en 5 ans, ne nous faisons pas d'illusions. Toutes les rues de Cotonou, toutes les rues du Bénin ne vont pas devenir comme des rues de Bruxelles. Il n'y a rien à faire. Mais moi, j'ai la conviction que en 2021, d'ici 2021, Patrice Talon a bien envie de montrer Cotonou à tous ceux qui viennent dans ce pays que voici que j'ai été capable de fabriquer une ville durable, une ville moderne, une ville belle, éclairée, une ville qui offre l'envie de venir investir ici. Cela n'est possible que sans Léali? Non, attendez. Le mode de fonctionnement de la mairie de Cotonou était tel que il fallait une entente avec le pouvoir pour que il y ait synergie d'action. Ce que ne voulait pas Léali. Il était très jaloux de son autonomie au niveau de la mairie. Oui, mais alors que le gouvernement, la grande question, pourquoi forcément cette harmonie entre le pouvoir et comment dire... Non, quand je dis harmonie, ce n'est pas... Je le demande... Parce qu'on n'a pas dit pour les élections, pour élire le maire, qu'il faut être forcément du même courant, de la même mouvance que le président de la République. Et le chef pourquoi cela devrait s'imposer? Moi, je pense... Pour le développement. Moi, je pense quand même... Non, je vous réponds pour le développement. Moi, je pense quand même que le pouvoir central c'est lui qui définit la politique générale de la nation. C'est clair. Il y a ce que le pouvoir décentralisé va faire, qui doit rester en droite ligne
avec ce que le pouvoir central a décidé. Par conséquent, la décentralisation a organisé les choses. Oui. Alors, est-ce qu'on devrait forcément aller, communier avec le président de la République avant de pouvoir assurer sa fonction? Non, peut-être, vous ne m'avez pas bien compris. Ce que moi je demande, ce n'est pas que Liali Soglo aille dans le parti de Patrice Talon ou que Patrice Talon... Oui, mais on a comme l'impression que c'est une exigence, et toute personne qui va résister à cela devra être éjectée. Ce n'est pas l'appartenance politique. C'est peut-être l'adhésion à la politique de développement. Aux idéaux. D'accord? À la politique de développement. Je prends des exemples concrets. La gestion des déchets, par exemple. Le gouvernement en place dit, moi, en 5 ans, je veux qu'à Cotonou, là, il n'y ait plus de déchets dans les rues. J'amène de grands projets structurants avec des partenaires que je connais qui sont là, qui sont prêts, si le projet est goupillé de telle ou telle manière, prêts à mettre les milliards. Et puis on avance. Et on a des contraintes de temps. Mais Liali Soglo dit, moi j'ai signé, en tant que maire, moi j'ai signé des contrats avec des sociétés qui me balaient les rues à Cotonou. Les ONG à Cotonou et tout. Qu'elles balaient bien ou pas, ces contrats-là, pour les rompre, j'ai des problèmes. Et derrière ça, l'analyse nous amène à dire, derrière ces contrats, c'est beaucoup d'intérêt. L'État divergent. L'État dit, si tu continues ces contrats-là, de les signer et tout, moi, c'est d'ici 6 mois, d'ici 1 an que je veux mettre en œuvre ma politique. Ça fait beaucoup de milliards. Ça va faire du doublon. Le maire campe sur sa position, le gouvernement campe sur sa position. Vous faites quoi? Ça veut dire que... Il y a nécessité de négocier, il y a nécessité de parlementer. Oui, mais maintenant, on décide de négocier. Le gouvernement... l'option de la force. Oui, on décide de négocier, mais le maire, obstinément, a dit, moi, je ne suis pas dans ce jeu. Mais à ce moment-là, on pourrait interroger les tests. Oui, mais que disent les tests en ce moment-là? On a interrogé les tests. Jamais les motifs de suspension et de révocation de Liali Soglo n'ont été non-adhésion à la politique de développement du gouvernement. C'est moi qui fais cette analyse-là. Parce que moi, je ne suis pas de ceux à qui, bon, c'est ce que vous venez me présenter sur papier, là, pour dire, officiellement, pour dire, c'est ça qui est la réalité. Non, on a dit à Liadi qu'il a mal géré. On dit qu'il fait mauvaise gestion des ressources et tout. Liadi aussi a démontré, a donné les preuves qu'il y a eu plusieurs audits. Il y en a eu 4 en peu de temps, ce qui n'était pas tout à fait normal. Et après, la plupart des audits n'ont pas révélé de graves irrégularités. À partir de ce moment-là, la procédure, si le préfet estime qu'il y a mauvaise gestion, il y a faute lourde. Et par exemple, il y a certaines fautes qui ont été évoquées, par contre, que je trouve que même en tant que profane, je peux appeler lourde. Vous ne pouvez pas, c'est les textes qui le disent, on ne peut pas organiser une cérémonie de célébration de la fête de l'indépendance dans votre ville. D'accord? Et vous, maire, c'est même dit dans les textes que c'est vous qui organisez. D'accord? Et le protocole d'État s'y met. Et vous dites que vous avez choisi d'aller fêter ailleurs. Dans un autre pays. Ça, c'est arrivé, par exemple. Ça, par exemple, c'est l'expression d'un désamour. C'est l'expression... l'irrévérence. Voilà. Donc, de ce point de vue, vous tapez sur l'essence le président qui est là et son équipe. Alors, eux, dès qu'ils vous trouvent une petite erreur, dès qu'ils vous trouvent une faute, qu'elle soit visiblement lourde ou pas, on peut trouver les moyens de la rendre lourde. Il l'exploite à fond. Alors, il l'exploite à fond. Et vous avez vu quand il est allé devant le préfet. C'est quand même décent, c'est raisonnable que quand vous voulez interroger quelqu'un qui gère, il vous dit, donnez-moi la possibilité de consulter mon équipe, mes conseillers, mes cadres, pour que nous préparions des réponses écrites assez raisonnables. C'est normal que vous acceptiez. Parce que l'écrit a de prééminence sur l'oral. Mais le préfet a dit, non, vous répondez ici et maintenant. Ça veut dire que peut-être le préfet avait son calendrier. Et la même journée, vous avez vu, il a fait aller devant le ministre de la décentralisation et qui a pris sa décision rapidement. Hors norme. La loi prévoit, ne dit pas que forcément il faut aller à l'écrit. La loi dit qu'il suffit que le cadre de concertation départementale là puisse délibérer. Donc les différents acteurs puissent dire nous pensons qu'il faut aller dans tel ou tel sens. Je n'ai pas, jusque-là, c'est resté la nébuleuse à ce niveau. Est-ce que les gens ont délibéré véritablement? Il y a des représentants de la société civile et des autres organisations de l'État. Mais personne n'est monté au créneau jusque-là pour dire nous n'avons pas délibéré et que le préfet est allé plus vite. Mais on a constaté quand même que le préfet est allé très 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 vite. Ça veut dire qu'il y avait un calendrier derrière. Donc moi, je n'ai pas été surpris qu'il ait été révoqué. Maintenant, quand il a été révoqué, on tente de faire une perquisition chez lui aussi parce que
on lui reproche des documents, mais on fait obstruction et après lui aussi il disparaît, comme par enchantement. Il fuit. Pourquoi c'est devenu la mode? Moi, je pense qu'il faut que dans ce pays, les gens puissent accepter, d'accord, rester pour répondre. Parce que parfois... C'est un qu'il y a un réseau de facilitation de disparition. Oui, ça vous grandit. Le rouleau compresseur est fait de telle sorte que vous risquez de passer à la trappe. Oui, mais vous risquez de passer à la trappe. Vous avez vu un peu comment ça s'est passé. Immédiatement, on a pris la décision de la suspension et puis on envoie la police perquisitionner chez lui. S'il vous plaît. Et puis voilà. Est-ce que vous voulez reprocher à la police d'agir avec célérité, d'être proactif, d'être prompte? Non. C'est ce qu'on... Bizarrement, on est prompt dans ce genre de dossier. C'est pas grave. Mais ailleurs, c'est les frais de carburant. C'est déjà bien. Avant d'aller sauver des vies. Ou non, vraiment, de véhicules. Et Peggy Loris, c'est déjà bien d'être prompt un jour. Comme le disent les Ivoiriens, c'est toujours un jour. Et quand on connaît la grosse activité de la BEF ces derniers temps. Ok. La police a été prompte. Il ne faut pas le lui reprocher. C'est cela. Est-ce qu'elle a fait son travail de façon professionnelle? Elle est républicaine de toute façon. Maintenant, est-ce que M. Liali Soglo a raison de fuir le Bénin? On n'est pas dans un état d'exception, on n'est pas dans un état militaire. Si on l'interpellait, on va l'arrêter si on l'arrêtait même, c'est dans les règles de l'art. On va l'interpeller, il sera interrogé. Il a des avocats. Et il en avait des plus grands de ce pays. Pendant ce temps, il est privé de sa liberté. Oui, lorsque vous acceptez prendre un espace, la gestion d'un périmètre d'influence, de pouvoir d'État, de pouvoir public, il faut vous attendre à ce que vous soyez interpellé par des choses données. Ça veut dire que lui, il gouvernait Cotonou en se disant jamais je ne peux subir. Celui qui est président de la République aujourd'hui, il a été gardé à vue. Julien Kitty, mais lui aussi, bon, on va pas y revenir. Il a été gardé à vue. On va pas y revenir, mais c'était la même règle aussi à son niveau. Quand rien n'était clair, il a dû partir. Il a dû prendre la poudre d'escampette. Oui, mais il n'a pas. Non, il a été gardé d'abord. Il a été relaxé. Lui, il est après, il est parti. Ce n'est pas suite à une convocation qu'il est parti. Il a bien dit, j'ai eu des informations qui faisaient état de ce que si je ne quittais pas le pays en ce moment, on me tuerait. C'est la même version que partagerez avec vous. Liali pourrait dire la même chose. Attends, Enro pourrait dire la même chose. On n'a aucune preuve. Alors, il faut qu'il le dise. C'est ce qui me faisait dire que le même réseau de facilitation de fuite est toujours en branle. Malheureusement, le temps est parti. On a encore beaucoup d'affaires à disséquer. Malheureusement, le temps est parti. Mais on ne va quand même pas partir sans dire deux mots de ces deux quand même qui sont aujourd'hui sous l'emprise de la justice. Je vais nommer Laurent Métoyon, je vais nommer David Babalola, quand même des gens qui, ma foi, étaient, on va dire, à l'abri de tout soupçon. Non, mais comment ces deux-là se retrouvent-ils dans les mailles de la justice aujourd'hui? Vous n'avez pas raison en disant qu'ils étaient à l'abri de tout soupçon. J'ai dit visiblement. Oui. Visiblement. Oui, c'est ça. C'est la pratique qui nous a amené à créer la République des Intouchables dans nos têtes. Ah, d'accord. Il n'y a pas il y a des intouchables ici. Il n'y a pas de République des Intouchables. Vous voyez toute ma préoccupation à moi. On vous reproche quelque chose aujourd'hui là. De vrai ou de faux? De vrai ou de faux. Parce que quand vous êtes interpellé, vous bénéficiez de la présomption d'innocence. Il y a également la présomption de culpabilité. Et c'est quand vous allez devant l'officier de police judiciaire, il vous interroge. Après même vous envoie devant le juge. Vous pouvez être blanchi. Et c'est parfois plus honorable que d'y arriver. Comme vous pouvez aussi être noirci. Oui, ce n'est malgré tout. Ah non, malgré tout, si la loi doit être mauvaise, elle est la loi. Si le juge estime que vous êtes coupable, il prononce une décision, oui. Parce que ça, il faut le savoir. Beaucoup pensent que le juge a vous écouté, vous, qu'il veut condamner. Non, les dispositions légales sont là. Mais en l'absence de dispositions légales claires pour vous condamner dans ces conditions, le juge fait appel à sa conviction. À son intime conviction. Ouais. Si le juge estime... Vous savez, on va expliquer cela terre à terre, je vous en prie. Vous savez ce que ça signifie? C'est là où c'est délicat, il faut faire très attention. Ça veut dire que le juge peut vous regarder, on vous présente, vous êtes 5. Le juge peut analyser les faits, faire les liens et dire que, selon son intime conviction, là, c'est vous le voleur. Ah oui. La loi dit qu'il vous condamne, on accepte ça comme ça. Alors que peut-être, ce n'est pas vous. Vous ne l'êtes pas. Ouais. La seule possibilité que vous avez, c'est d'aller interjeter appel. Et vous voyez comment la justice fonctionne, même quand vous gagnez en appel. Première instance. On ne dit pas qu'en première instance, le juge qui a prononcé sa décision-là a mal fait. On ne dit même pas ça dedans.
vous allez gagner là-bas, tant mieux. Ça veut dire que, dans l'absolu, il faut savoir que la justice peut toucher À tout le tout le monde. Ouais. Il s'est trouvé un député dans ce pays pour dire oui, ce sont les miens, ils sont en difficulté, je veux les défendre. On lui a juste dit, la dame qui était en face, lui a juste dit outrage à magistrat, ça suffit. C'est terminé. Elle Il était a mise fait au tout gnouf. le temps. On lui a donné le pouvoir. On a lui fini donné par l'avoir. les dates, on l'a pris. On finit par l'avoir. Donc, à partir de ce moment-là, qui que vous soyez, même président de la République, sachez que un jour, là, ce que vous avez fait de bien ou de mal, on peut vous appeler par rapport à ça. À vous de savoir vous défendre. Oui. Regardez les ennuis de Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Julian Kitty. Regardez comment il était tout puissant. Vous avez suivi. Donc Laurent Mentorion en prison, c'est pas l'événement. Mais l'événement, moi je surveille comment on gère ça. Quelles sont les procédures? Depuis quelque temps, je retourne à mes lectures, je vois les procédures. Ils ont recusé le juge actuellement. Oui, et la loi le permet. Parce que, et ça c'est là aussi que le législateur a fait un travail. C'est ça qui est intéressant en matière juridique. Ça veut dire que même face à un juge qui veut trancher, veut connaître de votre affaire, vous pouvez estimer, si vous donnez les éléments de preuve assez convaincants, que Lui, il ne peut pas gérer. il ne pourra pas gérer. Ça veut dire que même si le juge apprécie sur la base de son intime conviction, ça ne veut pas dire que c'est à 100% subjectif. Ça veut dire qu'il faut quand même un minimum de preuves pour que le juge même prononce sa décision. Mais si vous estimez que le juge, écoutez, si je suis en conflit avec vous, on va au tribunal, et que le juge qui doit connaître de l'affaire, il s'appelle Davos. Ça suffit pour que je commence pas. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il est un être humain comme nous. Quand vous allez faire réunion dans votre famille d'abord, avant qu'on vienne au tribunal, ah non, moi je peux dire, j'ai les preuves que oui, c'est ton oncle, et que donc ton papa peut lui avoir dit, c'est mon fils qui gagne ou rien. Et peut-être que c'est ton papa qui lui a payé les études pour qu'il devienne magistrat. Et la famille, toute la famille lui dit, notre fils gagne ou rien. Donc le juge, je peux le récuser. Il est conditionné à ce moment-là. Très bien. À partir de ce moment-là, je dis, c'est intéressant. Et moi, ce qui s'est passé la dernière fois, en dehors des échauffourées dans les rues que j'ai déploré, ce qui s'est passé. Qu'il faut condamner. Hein. Oui, qu'il faut condamner. Parce que, et là, je salue encore les forces de l'ordre. Moi, je pense que de plus en plus, et ça, c'est bon de le faire. Ils sont professionnels. Ils sont professionnels. Parce que ce qui est arrivé, c'est vite fait que les gens ne commencent pas à dégainer. Et la perte d'une vie, vraiment, ça n'arrange personne. À partir de ce moment, il faut que les gens sachent raison garder. Si aujourd'hui, si la procédure dans le dossier maintenant ne va pas jusqu'au bout, si le juge ne joue pas bien sa partition, si la République, les institutions de l'État ne jouent pas bien leur rôle, si acharnement, on sera là pour dénoncer. On ne meurt pas deux fois. C'est-à-dire qu'on viendra dire, là, il y a problème. Si les gens estiment qu'on ne doit pas dire, moi, il m'est arrivé de dire, jamais avant ma mort, on ne me poussera à dire que le fait d'avoir, je donne un exemple de liberté, de violation de la liberté, d'avoir brouillé les fréquences de Soleil FM par exemple, que c'est une bonne chose. On ne m'amènera jamais à dire que le gouvernement a bien fait de se taire sur ça pendant longtemps. On ne m'amènera jamais à dire que la HAC a bien fait de dire je n'ai pas de solution. Non. C'est un artiste béninois que j'aime bien, qui dit c'est-à-dire que tu ne cherches pas querelle et après tu dis non, moi je n'aime pas l'histoire. Non. Et quand vous voulez. Julian Kitty, le temps est parti. Quand vous voulez porter un nous sommes à la fin de l'émission. Il faut voir la solidité de vos jambes. Oui. Donc, si les membres de la HAC, là, ils ont accepté d'aller là-bas, c'est qu'ils doivent savoir qu'ils doivent jouer ce rôle. Et moi, j'ai plusieurs fois dit, interpellé la conscience du chef de l'État pour dire, ce n'est pas bien que sous son mandat, il y ait un truc du genre, je crois que ça s'améliore. Et donc, si les droits, les intérêts, les droits de maintenant ne sont pas respectés, il y a problème. C'est comme ça que si Atao venait à se présenter, si ces droits ne sont pas respectés, on va pouvoir dénoncer ça. Mais il ne faut pas instaurer une république où on ne doit pas, et au point d'amener, mon ami Loris a dit qu'il y a comme une machine de facilitation des fuites. Donc, et je pense, pour finir, qu'il faut que le dossier Sébastien Adjavon finisse par peut-être un gentleman agreement entre Patrice Talon et Sébastien Adjavon. Parce que Sébastien Adjavon s'est vu refuser son droit d'aller en appel. Voilà, ce cas-là, par exemple, vraiment, on n'a pas compris. Ça impacte gravement la République. À ce niveau, il y a des choses à vraiment redire. Parce que économiquement, le poids que celui-là avait, c'est important. Ça ne veut pas dire qu'il doit être absous d'un certain nombre de choses. Du civisme fiscal, par exemple. Il faut donner la preuve qu'il est dans l'incivisme fiscal.
fiscale et pouvoir lui appliquer la loi. Mais la séparation entre ces deux hommes impacte dangereusement le pays. Et c'est comme l'impact qu'avait eu la guéguerre entre Yaïbouni et Patrice Talon. Il ne faut pas qu'on reprenne les mêmes erreurs pour que la République en pâtisse à ce point. Je pense que si les deux se revoyaient, ça va être une très très bonne chose. Justement, on se retrouve dans une telle situation. Oui, j'ai l'impression que tant que l'affaire de cocaïne pure ne sera pas élucidée, Adjavon ne pourra pas accepter ça. Mais il y a forcément des gens dans l'ombre. Il y a des gens qui travaillent dans l'ombre. Oui, les gens qui travaillent dans l'ombre. Il faut que ça arrive. J'ai vu l'audience de Martin Rodriguez chez Patrice Talon. Il faut que ça revienne à d'autres choses, tout en gardant donc la rigueur dans son action. Le chef de l'État, il faut qu'il crée cette ouverture-là. Parce que cette rigueur-là aussi est nécessaire. Il faut qu'un jour, tous les Béninois aujourd'hui, chaque cadre aujourd'hui, quand il est là même les sous de l'État devant lui là. Il réfléchit pas deux fois. C'est déjà bien. Seulement de mentalité là, c'est pas. Il faut installer. Avant c'est facile à gérer. Non, il faut installer le gendarme dans la tête des gens. Pendant des années, on a dit changement de mentalité. Comment toi tu veux changer de mentalité de quelqu'un? Tu vas rentrer dans sa tête. Mais dès que tu punis une, deux fois, dès que tu touches à des gens qu'on croyait être la pédagogie par l'exemple. Parce qu'il y en avait. Ah oui. Des intouchables, il y en avait. Maintenant, il y en a peu. Merci à vous. Et je vous souhaite une bonne et heureuse année 2018. Merci. On va se revoir ici. Et comme je l'ai dit ailleurs, il faut que les journalistes prennent leur part dans l'action publique. Il faut que les gens nous respectent. Et tous ceux qui, aussi bien le gouvernement que ceux qui sont dans les affaires, là, ils peuvent se le tenir pour dire, désormais, il y aura des journalistes dans ce pays qui pourront aussi ouvrir des enquêtes, qui pourront toucher à des... Qui pourront nous secouer. Très bien. Et déjà que le procureur, Gilbert Togono, on l'a dit, c'est désormais à partir des dénonciations de la presse. Bien sûr. Beaucoup d'affaires. Et donc cela appelle à la responsabilité. Il a appelé même à son professionnalisme. À l'occasion à ce que vous demandez. Dans les grandes nations, c'est ainsi. Oui, mais attendez, dans les grandes nations, les gros dossiers sont partis de la presse. Quand un journaliste ou un avocat visite un supermarché, mais tout le staff est à la tête dans les mains. On se dit, qu'est-ce qu'il est venu voir? Il vient acheter seulement, on dit, qu'est-ce qu'il est venu voir? Donc, il faut qu'on en arrive là, et c'est possible. Ils n'ont pas de tête. On a des cas ailleurs, l'affaire Fillon, oui, bon, voilà. l'affaire Clinton. Oui. Donc, il faut qu'on y arrive. La plus célèbre affaire dans l'histoire du journalisme sur le Watergate, c'est des journalistes, même stagiaires, qui ont ouvert ça. On a tellement de choses à dire sur ces différentes affaires qui ont secoué l'année 2017. Malheureusement, le temps nous impose ses rigueurs. On doit s'arrêter.